Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Newstank, Campus Matin et Réseau des INSPE. Je suis le directeur des rédactions de Newstank et de Campus Matin et j'ai vraiment un grand plaisir à vous retrouver pour ce nouvel épisode sur un sujet majeur. Alors, on traite à chaque fois des sujets majeurs, mais celui-ci les dépasse sans doute un petit peu tous. C'est celui des transitions sociétales et écologiques. À l'heure où 800 000 jeunes entrent à l'école, il reste un certain temps, en moyenne 13 ans, et qu'il faut relever ces défis de transition, de formation au développement durable, à l'urgence écologique. Évidemment, les enseignants ont un rôle absolument majeur pour former de manière massive toutes ces générations. Le rapport du groupe présidé par le climatologue Jean Jouzel l'a d'ailleurs rappelé. Donc la question, c'est celle de la généralisation de la formation des formateurs, évidemment, dont vous faites partie, dont nos intervenants vont nous parler dans un instant. Cette question de comment passer à l'échelle avec l'ensemble des enseignants du primaire et du secondaire pour former tous les élèves. C'est de ça dont on va parler maintenant avec Sandrine Marvillier, vice-présidente du réseau et directrice de l'INSPE de La Réunion. Bonjour Sandrine. Bonjour, merci de m'accueillir dans ce webinaire. Alors vous allez voir, on va faire des kilomètres aujourd'hui. Je me tourne virtuellement vers Monique Dupuis. Vous êtes inspectrice générale référente développement durable pour l'inspection générale. Vous avez été membre de ce comité Jouzel, entre autres, parce que vous avez de nombreuses casquettes. On n'aura peut-être même pas le temps de les énumérer toutes, mais vous en avez de nombreuses. En tout cas, l'enseignement au développement durable, c'est votre sujet. Et vous menez une mission sur les systèmes scolaires face au changement climatique. Bonjour Monique Dupuis. Bonjour à tous et toutes. Bonjour Théo. Merci d'être avec nous. Ilana Buguelo, je me tourne vers vous. Vous êtes étudiante en master MEF, mais dans la filière CPE, et vous rédigez un mémoire en ce moment et vous menez un projet à ce sujet dans votre établissement sur la surconsommation vestimentaire. Bonjour Ilana, merci d'être là. Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être avec vous. Et alors là, on traverse l'Atlantique, si vous voulez bien, et pensez tous, vous qui êtes connectés, qu'il est très tôt au Québec en ce moment. Adolfo Agúndez Rodríguez, j'essaie de le faire à l'espagnol. Vous êtes avec nous parce que vous êtes aussi espagnol, mais là, vous nous parlez de Québec. Vous êtes chercheur à l'université de Sherbrooke, biologiste, et vous vous intéressez au fondement et à la mise en application de l'éducation à l'environnement et à la consommation. Bonjour Adolfo, bienvenue. Bonjour, merci Théo et excellent en espagnol. je le retravaillerai. Ce sera un prochain défi. Eh bien, en tout cas, bravo, bienvenue à tous, à ceux qui se connectent au fil de ce webinaire. N'hésitez pas, vous aussi, à vous présenter dans le chat, à nous dire d'où vous nous écoutez et à vous nous poser par la suite toutes les questions que vous souhaitez pour que ce webinaire soit le vôtre. On va démarrer tout de suite en entrant dans le vif du sujet et comme j'avais envie de mettre nos intervenants un petit peu tout de suite à rude épreuve, j'ai posé une question compliquée qui va appeler une réponse très courte. Voilà. Et on parlait tout simplement se demander, dans l'urgence actuelle, dans quelle mesure il faut l'équivalent d'une révolution pédagogique pour répondre aux enjeux de l'enseignement et du développement durable. Est-ce que c'est une révolution qu'il faut ou une simple évolution? Sandrine Marvillier, je vous laisse démarrer. Merci, puisque j'ai l'honneur de démarrer. Bon, je dirais que révolution peut-être pas, mais en tout cas un gros coup d'accélérateur, certes. En fait, ça revient véritablement à questionner la manière dont l'éducation doit s'emparer du sujet, doit participer à la construction d'une société où tous les individus sont véritablement soucieux de leur environnement. C'est vrai qu'avec le rapport du GIEC, comme avec d'ailleurs le rapport Jouzel, l'éducation doit être un vrai moteur dans les réflexions, mais si on n'a pas l'appui des politiques, ça ne peut pas se faire. Alors concrètement, comment cela peut se traduire? Il y a plusieurs choses. Il faut questionner véritablement le lien entre l'environnement au développement durable et le changement d'un comportement durable. J'insiste sur le terme durable chez l'individu. On a des changements de paradigme. Il faut vraiment être dans cet accompagnement-là. La complexité, la relativité, la non-permanence, la non-certitude, l'ambivalence, des changements en termes de valeurs, le respect, la liberté, la tolérance et d'autres. Et puis enfin, le changement de perception par rapport au monde, le lien entre l'homme et son rapport à la nature. Et pour cela, voilà ce que moi j'imagine, c'est qu'il faut véritablement
encourager tous ces changements au quotidien, aussi minimes soient-ils, c'est important. C'est donner du sens à ce qu'on fait pour les enseignants et au bout de la chaîne pour les élèves. Et il faut toucher ces publics cibles, c'est tout à fait primordial. Voilà, je m'arrêterai là pour cette introduction, Théo. Bonne introduction, merci Sandrine. Adolfo, révolution ou évolution? J'aime bien les mots révolution, donc je dirais que oui, on a besoin d'une révolution assez totale, je dirais. Et je parlerai, en fait, c'est une révolution qui peut à faire, est une révolution en cours. Et il y a beaucoup d'initiatives déjà en cours, des solutions, des alternatives dans l'ensemble de la société civile. Donc, d'après moi, c'est une révolution déjà en cours dans la société, dans toute la communauté, et aussi une révolution éducative. Tu parles d'une révolution pédagogique, absolument. Et c'est un peu dans ce sens qu'on est en train de travailler au Québec, non? Et on a construit, on a élaboré un ensemble d'acteurs impliqués, engagés en environnement et au changement climatique. On a élaboré une stratégie pédagogique, une stratégie québécoise en matière d'environnement et éco-citoyenneté. Et dans cette stratégie, on a vu certains problèmes de l'institutionnalisation de l'éducation relative à l'environnement, autant dans les milieux formels, les écoles, etc., que les milieux non formels et aussi les milieux informels, donc les actions éducatives ou des mouvements sociaux qui ont une portée éducative et planifiés ou non, et qui englobe ce qu'on peut appeler un mouvement d'éducation informelle. Donc, certains freins qui sont présents partout dans le système éducatif, comme par exemple la vision curriculaire actuelle et la structure cloisonnée en discipline et l'absence, un élément clé, l'absence de formation des enseignantes et enseignants dans les universités et dans la formation supérieure en général. Et aussi, on a vu un frein, c'est la conception de l'enfance et la jeunesse comme des acteurs, des citoyennes et citoyens du futur, et pas comme des acteurs et citoyens du présent. Et ça, c'est une logique qui est très présente dans l'éducation et qui doit changer. Les gens et les enfants sont des acteurs du présent. Donc, au sein de cette stratégie, on a vu certains freins et on dénonce la situation actuelle à partir de la formulation des freins à l'institutionnalisation de l'éducation relative à l'environnement et on vise une institutionnalisation à partir de quelques voies, autant éducatives que politiques, et donc la relation entre ministères et un changement, une révolution complète de l'éducation qu'on va parler, je pense, pendant les prochaines minutes. On va le détailler, et effectivement, cette stratégie québécoise, on va s'y intéresser, on va faire les parallèles avec notre situation en France. Merci Adolfo. Ilana, vu de la professionnelle en formation que vous êtes, révolution ou évolution? Alors, au départ, je me disais qu'il fallait une révolution parce qu'aujourd'hui, on arrive dans un monde complexe et où il est impératif de changer. En ayant travaillé notamment sur le thème de la fast fashion et de la mode, en fait, et du vêtement qui touche particulièrement les adolescents aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'effectivement, 100 milliards de vêtements fabriqués par an, c'est beaucoup plus qu'entre 2000 et 2014. C'est énorme. Les dégâts environnementaux sont énormes. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas une révolution telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais il faut s'appuyer sur l'existant pour pouvoir avancer et créer une révolution intérieure chez les jeunes et chez les adolescents, chez les futurs citoyens de demain. Parce que ce thème appelle aussi à de l'éco-anxiété qu'on connaît aujourd'hui, que
que beaucoup d'étudiants aujourd'hui ont connu à cause du Covid notamment. Les regards se sont vraiment ouverts et je pense que la révolution, elle ne pourra pas être menée si on ne la fait pas dans le lien entre tous et dans le lien avec l'humain et qu'on ne replace pas en fait au cœur de la transition écologique la bienveillance et le positif. Parce que c'est aussi une question socialement vive, hein, on l'apprend à la faculté et dans le master MEF notamment, mais on le voit aussi avec les adolescents qui parfois sont tiraillés entre leur famille et les établissements scolaires. En tant que CPE, on a à cœur justement de faire le lien avec les familles et de trouver un terrain d'entente en fait. Donc moi je dirais plus une révolution intérieure et aller vers ce que monsieur Pierre Rabhi appelle le mouvement des colibris. Voilà. Les colibris. Merci Ilana. On va rentrer dans le détail de la manière dont ça se passe pour vous aussi parce que votre cas est très intéressant. Monique Dupuis, on termine ce premier tour avec vous. Qui travaillait sur le sujet depuis des années. Alors, la révolution, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je rejoindrai un petit peu ce qu'a dit Alfonso, c'est-à-dire la révolution, elle est lancée depuis longtemps et je crois qu'il y a besoin d'une forte évolution du système éducatif, du système de formation, mais qui est enclenchée. C'est pas une histoire nouvelle, cette histoire d'éducation au développement durable, hein. Les premières circulaires de généralisation, c'était les années 90 quand même. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais tout ça, ça a permis à une époque où le DD avait pas le vent en poupe, hein, pendant longtemps, c'était pas une thématique très porteuse, hein, faut le reconnaître. C'était les grands débats de société entre est-ce qu'il y a changement climatique, est-ce qu'il n'y a pas changement climatique. Enfin, on n'était pas du tout dans le même contexte sociétal, mais ça a permis de semer plein de petites graines, de constituer un terreau favorable. C'est un petit peu ce qui a été évoqué par la jeune femme avant, c'est-à-dire on a pendant toutes ces années, pendant 20 ans, posé les bases, semé des petites graines qui ont germé et actuellement, il y a un contexte beaucoup plus favorable, beaucoup plus porteur. On a dépassé la question de société, ça se réchauffe pas. On a dépassé ces polémiques. On est vraiment plus dans la démarche de s'approprier les questions, de raisonner, d'envisager des solutions. Et d'ailleurs, l'objectif de développement durable 14 là, de l'ONU souligne le rôle important de l'éducation. Donc moi, ce que j'aurais juste à dire, c'est qu'effectivement, il y a tous les éléments pour une évolution importante. On est en chemin, c'est loin d'être fini, mais en tout cas, ça avance et le contexte n'est plus du tout le même qu'avant et tout se structure. Ça se structure entre le SUP, entre le SCO, entre la société, entre l'école, hors l'école, en termes d'orientation, enfin, les regards, les focales. Et l'intérêt pour le sujet, malgré des fois des confusions, est-ce qu'on parle de transition écologique, d'éducation au développement durable? Je crois qu'à un moment donné, il faut un peu de bon sens. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut préparer les jeunes à affronter ces changements de société liés notamment à l'impact des changements climatiques. Mais enfin voilà, donc il y a vraiment et d'ailleurs on voit une dynamique nouvelle depuis 2 ans qui est particulièrement nette. Les choses se fédèrent, les gens travaillent plus en collaboratif. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure à propos de l'EDD. Eh ben, on va faire ça sans transition, si, parce que c'est pour ça que je terminais avec vous, pour que vous puissiez prolonger. En préparant ensemble, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'impossible, c'est-à-dire donner en quelques minutes vraiment très rapides le b.a.-ba, les bases de cet enseignement, cette éducation au développement durable, justement pour reposer un peu les choses, de quoi on parle, et puis où en est-on. Alors voilà, de manière la plus synthétique possible, Monique Dupuis, essayer de nous mettre à niveau. Ça reste débat. Alors déjà, c'est pas un enseignement. La question s'est souvent posée, est-ce qu'il fallait un enseignement? Le problème, c'est que si on fait un enseignement dédié, on recloisonne les choses et on a du coup un enseignement de plus classé auprès des autres. Or, c'est une éducation et l'éducation, elle a la vocation à former l'individu dans toutes ses dimensions et à s'appuyer à la fois sur les enseignements, mais aussi sur tout ce que l'élève va vivre et va pouvoir vivre en termes de vie scolaire. Et c'est là où les CPE et tout, autrement dit, ça ne concerne pas que les enseignants, mais l'ensemble de la communauté éducative de l'établissement est élargi. Ça implique un ancrage
pour une cohérence, un ancrage fort territorial. Ça implique la mise en action et en projet des élèves au sein d'un collectif, un travail collaboratif soutenu et donc pour résumer et des partenaires. Et donc pour résumer, c'est une éducation que l'on qualifie de transversale. Donc je tiens à la fois au mot éducation qui va au-delà de l'enseignement, mais qui bien sûr l'intègre. C'est une éducation transversale parce qu'elle traverse la scolarité, de la maternelle au supérieur. Elle traverse tous les temps de l'enfant et du jeune. C'est-à-dire, il y a un enjeu très fort de cohérence entre ce qui se passe dans l'école, dans tous les temps de l'école et hors l'école. Il y a un enjeu très fort de connaissance des enjeux et des acteurs territoriaux. Et puis, l'autre dimension d'une éducation transversale, c'est sa dimension engagement des élèves et des adultes qui les accompagnent dans leur pluralité de ce collectif autour d'actions, de projets. Et là aussi, on voit une évolution, c'est-à-dire que on est passé ces dernières années d'une logique où on avait beaucoup d'actions plus ou moins dispersées, ce qui n'est pas inutile, hein, mais à des choses qui se fédèrent en termes de projets. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais revenir rapidement aussi sur l'évolution du pilotage et de la gouvernance, mais cette évolution est importante. Moi, j'insiste toujours sur l'importance d'être dans une logique de démarche qui change tout. Parce que entre dire à des jeunes, il faut faire ça, c'est bien ou c'est mal, pour la planète, et puis les amener à s'emparer dans toutes les étapes de la démarche, à être acteurs dans toutes les étapes de la démarche, dans un contexte qui est un contexte de formation et d'apprentissage, donc forcément avec des experts, des apprentissages, donc une communauté enseignante éducative, en lien avec les partenaires, enfin avec les différents acteurs de la société, et d'engager tout ce petit monde avec les élèves au cœur de ça, dans des véritables démarches, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, quel objectif on se fixe, quelles actions on imagine, comment je vais aller chercher des savoirs et des démarches et des éléments disciplinaires pour alimenter ma démarche. Est-ce qu'à la fin, je suis arrivée à faire ce que je voulais, autrement dit l'auto-évaluation, et du coup, sur quoi je vais rebondir et tout ça, timé et à différentes échelles spatiales et temporelles, avec un enjeu très fort, là on n'y est pas encore, mais c'est en marche, de progressivité des apprentissages et de cohérence, de renforcement de la cohérence entre ce qui se fait d'un niveau à l'autre, d'une classe à l'autre, dans et hors l'école, et cetera. Donc pour moi, l'enjeu très fort et qui se développe énormément, c'est celui de démarche. Alors à propos des démarches, alors je ne sais pas dans quel sens vous prendre ça, plutôt de la gouvernance, il y a un ensemble de textes qui structurent de plus en plus ça à travers des circulaires, mais je tiens à préciser qu'il y a quand même quelque chose d'important dans cette histoire d'éducation et développement durable, c'est que depuis les années 90 où il y a eu les premières circulaires jusqu'à celles les plus récentes, jamais une circulaire n'a démenti une autre avant. C'est assez remarquable. C'est-à-dire que les principes de base que je viens d'évoquer sont toujours restés les mêmes et ont été validés, quelles que soient les mandatures. C'est-à-dire un appui sur une contribution forte des enseignements, une action, des projets, des partenaires et une gouvernance solide. Et à chaque fois, ça a été renforcé de façon plus ou moins importante, avec des impacts plus ou moins importants, des impacts importants récemment avec la création des éco-délégués, etc. Mais ça, c'est à noter. Et au niveau des actions et pour en revenir à mon histoire de démarche, nous avons, créé, il y a quelques années maintenant, j'en étais à l'origine, les démarches E3D, c'est-à-dire des démarches globales de développement durable, pour passer justement de cette logique d'action dispersée, d'enseignement dispersé, on fonctionne beaucoup en silo chez nous, hein, avec des choses dispersées, à une logique beaucoup plus intégrative qui implique différents acteurs de l'établissement et qui met les élèves au cœur. Et ces démarches globales de développement durable qui se déclinent au niveau des collèges, des lycées, des écoles et maintenant des territoires éducatifs, des réseaux, des bassins, en plusieurs niveaux pour progresser, sont vraiment un moteur important de dynamisation et on en voit de plus en plus sur des thématiques extrêmement variées parce que l'autre élément important, c'est que le DD, c'est pas que la dimension écologie, c'est pas que faire des hôtels à insectes et faire une mare, ça concerne tout le registre des objectifs de développement durable et ça, c'est un gros changement ces dernières années. Les textes, notamment l'agenda 2030 et cetera, avec sa déclinaison pour la France, c'est vraiment dans ce contexte, global d'objectifs de développement durable, des 17 objectifs que l'on se situe. Autrement dit, des actions en lien avec le social, avec l'égalité filles-garçons, avec, bon, si on couvre tout le champ,
contribue à l'EDD. Et l'idée, c'est pas de dire que l'EDD absorbe tout. L'idée, c'est que ça peut être une occasion de mettre un peu en cohérence tout ce qui se fait dans les établissements, d'en dégager des pots communs parce qu'autour de toutes ces éducations transversales et notamment de l'EDD, il y a un enjeu très fort de formation à des compétences transversales que jusque-là, on avait du mal à mettre au cœur, enfin, on avait du mal à leur donner de l'importance et donc la question se pose. Il y a un certain nombre de compétences transversales communes à tout ce qui se fait et tous les enjeux au sein d'un établissement scolaire. Si on prend les choses séparément, on va se dire dans un établissement scolaire, alors il faut faire égalité filles-garçons, puis il faut faire ça, puis il faut faire ça. Tout est important. À un moment donné, l'EDD peut permettre d'avoir cette vision globale grâce aux ODD, de dire: «Mais qu'est-ce qu'on partage de commun entre tout ça? Qu'est-ce qui est spécifique?» Autrement dit, de potentialiser tout ce qu'on fait, pour mieux former nos jeunes, tout en gardant des spécificités propres à la santé, à l'environnement, voilà, c'est pas ça. On est à la croisée des chemins pour tout ça et ça permettra de penser, beaucoup mieux les progressivités d'apprentissage et la cohérence. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des élèves qui traversent leur scolarité sans faire de projet ou rien. Il y en a d'autres qui en font plein. Il y en a qui en font sur un thème, d'autres sur enfin, bon et puis, il y a encore un enjeu, une marge de progrès Et très on fort. s'arrête là, Monique, parce qu'après, il faut faire tourner la parole. Désolée, Allez-y, dernier enjeu. Je vous le laisse quand même, le dernier enjeu. Je vais pas vous priver du dernier enjeu. c'était de valoriser les compétences des élèves et c'est de les reconnaître au-delà de dire qu'ils sont bien impliqués dans un projet, mais de contribuer et l'ONICEP avance beaucoup, à permettre aux élèves de mieux se connaître dans tous les registres de leur personnalité. Alors Voilà, vous avez désolée merci, si le hein. temps passe Non, trop non, vite. surtout ne vous excusez pas, vous avez ouvert énormément de sujets. Avant de regarder plus en détail ce qui se fait notamment dans les INSPE, puisque se pose la question de comment mettre en œuvre tout ce que vous venez d'évoquer comme enjeu dans la formation des enseignants. Peut-être une réaction, Adolfo. On voit la complexité, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, le nombre d'acteurs à impliquer pour que finalement ces démarches puissent fonctionner. Voilà, une réaction ou un complément sur tous les enjeux que vient d'évoquer Monique Dupuis. Ah, vous n'avez pas votre micro, Adolfo. Oui, et des enjeux qui ont été mentionnés par Monique, je commencerai pour dire l'éducation relative à l'environnement et propose un changement de logique de tous les systèmes éducatifs. Pour commencer, si le système éducatif ne change pas de logique, on ne peut pas développer une éducation relative à l'environnement comme on le souhaite. Donc, ce n'est pas juste une question d'environnement, c'est une question d'éducation aussi. Et donc, intégrer, et Monique l'a dit, on entend coopération, coopération, coopération. Je dirais, on va garder ce mot en tête. La coopération est la clé et les systèmes éducatifs actuellement et permettent pas nécessairement la coopération, travailler en silo, la coopération entre enseignantes et enseignants, et permettent pas la collaboration entre disciplines non plus, est un système très cloisonné. Donc, la coopération, c'est la clé définitivement. Et Monique a parlé de transversalité. Moi, j'aime bien parler de transdisciplinarité et dans le sens que c'est une éducation qui propose l'intervention de toutes les disciplines scolaires, mais aussi l'intégration qui fait appel, l'éducation relative à l'environnement fait appel à d'autres types de savoirs traditionnels qui, dans le cas du Québec, passent nécessairement pour les savoirs autochtones. On a au Québec 11 nations autochtones et on ne peut pas à parler d'éducation relative à l'environnement, d'un rapport différent au territoire, d'une reconnexion avec la nature et les territoires, et sans faire appel au savoir autochtone du Québec. Donc, la transdisciplinarité intègre les différentes disciplines, mais aussi d'autres types de savoirs traditionnels. Donc, pour moi, c'est un élément clé aussi. Un autre élément clé, c'est l'interrelation entre l'éducation formelle et la société. Donc, les écoles doivent s'inspirer des mouvements sociaux
qui sont abondants, qui sont partout et qui sont en action et qui proposent des solutions réelles et qui sont déjà en cours. Donc, inspirer le système scolaire des actions et visibiliser les actions qui sont souvent invisibles pour les jeunes, pour les enfants et pour la société en général. Donc, l'inspiration à partir des mouvements sociaux, c'est un autre élément pour moi clé. Et finalement, qu'est-ce qu'on cherche en éducation relative à l'environnement? On cherche d'abord à développer un sentiment de pouvoir agir. Ce sentiment qu'on peut faire quelque chose n'est pas toujours présent, on est loin de ça. Donc, le premier but de l'éducation, c'est développer un sentiment qu'on peut faire quelque chose, un sentiment d'agir. Et ensuite, ça va venir l'action. Donc, il faut trouver une façon de faire cette progression en éducation. Et il y a différents éléments, je nommerai juste deux qui sont clés pour moi. Et il faut intégrer dans tous les systèmes scolaires et universitaires le développement de la pensée critique et en lien avec la pensée critique, une pensée créative. On n'est pas en éducation relative à l'environnement seulement dans la dénonciation, on est dans la visibilisation des alternatives et dans la co-construction de nouvelles alternatives. Donc, la pensée critique doit venir de la main d'une pensée critique. On ne peut pas juste rester dans la pensée critique. Finalement, pour finir, l'objectif dans cet ensemble d'éléments que Monique a mentionné, que je viens un peu de rebondir avec, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à dépasser une logique d'éco-geste. Donc, l'éducation relative à l'environnement vise une éco-citoyenneté qui va au-delà de fermer les robinets à la maison, de trier, de faire un tri des déchets. C'est pas dans cette logique qu'on est actuellement en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté est une formation de citoyennes et citoyens du futur, du présent, qui sont critiques, créatifs, attentifs, vigilantes, révolutionnaires, pourquoi pas. On va en faire notre fil rouge. Merci Adolfo pour ce complément. Sandrine, je vous demande peut-être juste de patienter encore un instant pour le détail de ce qui se fait dans les INSPE, parce que cet appel à l'action, j'avais envie de faire rebondir Ilana dessus, puisque finalement, c'est ce que vous avez fait, vous, Ilana, en votre qualité de CPE. Dépasser les éco-gestes, avoir une formation plus en profondeur. Est-ce que vous pouvez réagir évidemment si vous le souhaitez, puis nous expliquer votre démarche? Alors, moi, ma démarche consistait simplement à recréer du lien entre les disciplines au travers de la consommation. En fait, moi, ce qui me passionnait, c'est de voir comment aujourd'hui la surconsommation vestimentaire avait un impact sur l'environnement. Et avec la direction de l'établissement, qui était déjà très impliquée dans le domaine de l'écologie et du développement durable, le label E3D, ils sont passés à E3D Expert cette année. Donc, ils étaient déjà très impliqués. Et mon projet, c'était de travailler avec les éco-délégués de l'établissement au travers d'ateliers, justement en travaillant la pensée critique et de se dire que, en fait, ce thème de la mode était beaucoup plus complexe. D'arriver à ça, d'implanter localement en faisant un partenariat avec les établissements aux alentours, puisque nous, on est un collège voilà, en zone urbaine, situé à côté d'une cité scolaire qui a l'avantage d'avoir une section mode et couture. Donc, on s'est mis en lien avec cet établissement et cette section pour valoriser cette filière et voir ce qui se faisait et comment se fabriquer un vêtement concrètement, et aussi valoriser les solutions apportées pour endiguer ce phénomène de fast fashion. Donc, ils ont pu nous présenter, par exemple, la solution de l'upcycling, et les élèves étaient passionnés, et voilà, c'est par eux, justement, qu'est né le projet d'affichage, de dons à une association. On s'est mis aussi en lien avec les associations locales, comme, voilà, je ne sais pas si c'est une association amiénoise, les Robines d'Ébène. Donc, cette démarche contribue à sortir de l'inertie et à se dire, voilà, qu'est-ce qui existe aujourd'hui à côté de chez moi
quel est le problème, on va essayer de cerner le problème et de trouver des solutions. Et moi, ma démarche, c'est d'être accompagnatrice et pas simplement pas simplement m'inscrire dans une démarche de transmission des savoirs. Donc le parallèle, il se fait dans les deux sens, et le fait de les rendre acteurs justement de leur scolarité, ça contribue quelque part aussi à cette éco-citoyenneté et à leur démarche de futurs citoyens consommateurs, et sortir voilà, de notre posture, de casser les cloisons qui existent entre les disciplines, et dans l'éducation justement aussi faire le lien avec tous nos partenaires, que ce soit les agents d'entretien, que ce soit les professeurs, les assistants d'éducation, qui ont aussi une place dans ce projet, et de mettre tous ces personnels et tous ces acteurs ressources en lien justement. Donc voilà un petit peu ma démarche au sein de l'établissement qui continue aujourd'hui avec les éco-délégués, pour aussi éveiller les élèves qui ne sont pas forcément sensibilisés. On reparlera de ce rôle d'éco-délégué et puis du label, hein, parce que c'est des sujets importants. Sandrine, on se dit après ce premier tour d'horizon qu'il y a du boulot quand même pour ceux qui, comme Ilana, doivent mettre en action et peut-être changer de posture. Ça veut dire aussi se former. Alors, vous avez mené une enquête dont on n'en aura pas tout le détail, mais auprès des INSPE pour savoir un petit peu ce qui s'y fait. Et je rebondis sur la question posée par Denis de Sagne, là, dans les questions, qui nous ouvre un peu. C'est comment faire tout ce qu'on est en train de dire quand on parle simplement d'une option, de quelque chose qui est à part dans un cursus en général. Voilà. Comment on met ça au cœur? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est au cœur des INSPE? Oui, je peux tout à fait dire que oui. Je voudrais simplement, Théo, revenir un petit peu sur ce que vient de dire Ilana. Et pour le coup, moi, je me réjouis de voir un petit peu ce qu'apporte aussi la formation initiale. Hein. Ilana en est un bel exemple. Vous voyez le lien qu'elle fait finalement entre la formation et son vécu sur le terrain. Je pense que là, les INSPE jouent leur rôle, leur plein rôle hein, par rapport à cette formation. Donc, bon, vous parliez de l'enquête, effectivement. Donc, elle a été lancée dans les différents INSPE, mais également à l'ENSFEA, donc qui fait partie du réseau. Alors, l'ENSFEA, qu'est-ce que c'est? C'est l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole. Et vous voyez bien l'intérêt que j'en parle encore plus aujourd'hui. Donc, enquête sur le DD, la transition écologique. Alors, je pense que pour commencer, si je dois vraiment synthétiser les résultats de l'enquête, c'est de dire qu'il y a une véritable prise de conscience forte et globale de tous les acteurs de nos instituts. Hein. Ces questions qui sont liées de façon globale à l'EDD sont reconnues comme essentielles. C'est toutes les remontées que nous avons au niveau de cette enquête. Donc, que ça soit au niveau du changement climatique, que ça soit au niveau de la biodiversité. Je pense qu'il n'est plus à prouver que nous devons véritablement éduquer les futures générations hein, à ces questions d'environnement pour tout ce qui concerne l'évolution, comme on le disait précédemment, des comportements, l'acceptabilité sociale des solutions, pour tout ce qui concerne la réponse aux enjeux écologiques. Quand j'entends Ilana, j'ai noté hein, ce qu'elle disait, qu'elle a suivi une démarche, qu'elle a problématisé, qu'elle accompagne. C'est bien mon propos initial, l'accompagnement. L'accompagnement, c'est une véritable démarche d'enseignant pour que les élèves comprennent ce qu'ils font et qu'ils deviennent, comme elle le disait, acteurs et éco-citoyens. Je pense que là, on est au cœur même du sujet. Alors concrètement, comment est-ce qu'on le met en place au niveau des INSPE, et ben déjà, au moins un INSPE sur 2 a un chargé de mission éducation et développement durable. À Lille, par exemple, il y a aussi un référent zéro carbone de l'INSPE pour l'université. Il y a plusieurs missions comme ça qui sont données à certains de nos collègues. Alors, en quoi cela consiste? Ce sont des interlocuteurs privilégiés sur le sujet, c'est une chose. Ils motivent les collègues, ils motivent les étudiants, si besoin de les motiver quand même, mais ça l'est pour certains. Ils impulsent les projets, donc ils les portent, ils les gèrent au cours de l'année. Il y a des projets, par exemple, collectifs, interdisciplinaires. On parlait tout à l'heure de transdisciplinarité. Le collègue de Corse nous dit que c'est de l'interdisciplinarité, mais on voit la nécessité d'aller au-delà des disciplines. On a bien compris l'enjeu, ce que disait Monique tout à l'heure. La construction de compétences transversales associées est au cœur même de nos réflexions. Hein. Il y a la mise en place des modules de formation, il y a différents événements. À Lille, toujours, il y a des tables rondes. Il y a aussi des rôles de coordination. Quand un INSPE est associé à plusieurs universités, forcément, il faut assurer des coordinations entre enseignements. C'est le cas, par exemple, à Reims.
Amiens. Donc, voilà, donc notre étudiante aujourd'hui peut le dire. Hein, donc, il y a aussi un référent et ce référent, cette année, il était dans la création, dans la gestion d'un master particulier, éducation à la santé et au développement durable, en mention CPE justement. À l'INSPE de Bretagne, c'est important aussi, il va y avoir la nomination d'un directeur adjoint en charge du développement durable et de la responsabilité sociétale. Vous voyez que on met des missions fortes à des collègues qui sont très impliqués pour que justement la dynamique en formation initiale soit encore plus développée que ce qu'elle ne l'est actuellement et ce qu'elle ne l'a été jusque-là. Mais on est véritablement engagé dans cette impulsion. Alors évidemment, tous nos formateurs participent également, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des recherches-actions. Et on a des apports partenariaux relativement variés en fonction d'un INSPE à l'autre. Par exemple, à Paris, il y a eu cette année une formation de fonctionnaires stagiaires du premier degré avec l'Académie du climat. Donc, vous voyez, les partenaires sont aussi très importants. Hein. On parlait de coopération tout à l'heure. Voilà, l'élargissement à cet ensemble de partenaires pour faire sens à tout ce qu'on peut donner à voir et à produire au niveau de la formation initiale. La place de l'EDD, évidemment, dans les enseignements, dans le tronc commun, comme à Paris, au sein d'entrée, on est bien sur les parcours éducation A, comme le disait Monique. Éduquer, c'est sortir de, c'est au-delà de ce qu'on peut donner comme enseignement, c'est faire comprendre le monde. On est parfaitement, voilà, ça fait écho, évidemment, hein, que ce soit pour les étudiants, mais in fine pour les élèves. Hein, on est bien pour les élèves ici. Hein. Donc, dans certains INSPE, donc c'est éducation A, donc il y a la Lorraine, il y a la Réunion, hein. Voilà, donc, et tout le monde est concerné au sein d'options, certes, mais l'idée, c'est de pouvoir un peu quand même lisser tout ça. Il y a de la didactique, il y a de l'EDD, il y a des mémoires associées dans ce domaine, dans plusieurs INSPE. À Rouen, il y a une option recherche en mention 1 sur le thème de l'éducation au développement durable. Il y a des UE spécifiques, comme à Marseille. Comprendre l'EDD, voilà, pour agir à l'école, c'est l'intitulé de l'UE. Et elle permet véritablement aux étudiants d'être initiés à ce développement durable et puis à tout ce qui concerne sa complexité. Évidemment, les étudiants, on essaie de les impliquer au maximum. On en voit ici un joli modèle hein, dans le témoignage qui nous est apporté. Pour qu'ils soient créateurs de leur projet, vraiment que cela, en fait, voilà, qu'ils le portent, et puis pour leur choix aussi dans leur mémoire de recherche. Pour finir, il y a des actions qui sont également en dehors de nos champs de formation. Hein. Il y a des actions hors maquette, des incitations au covoiturage. Bon, à La Réunion, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, mais le covoiturage, c'est également à Poitiers, c'est également à Lille, c'est également en Bourgogne. Il y a des bacs à compost, il y a tout ce qui concerne le tri, le recyclage, les jardins pédagogiques, les serres. Et on est bien d'accord qu'on n'est pas uniquement sur des actions de « on va faire », mais sur des actions de penser en problématisant véritablement ce sujet. Il faut que l'enseignant ait une dimension réflexive par rapport à ça. Et la formation initiale, en tout cas, est là pour la lui donner. Voilà en gros déjà une synthèse un petit peu de cette enquête au sein de tous nos instituts. On va faire réagir un peu les autres intervenants. Quand même, une question, parce qu'elle m'est venue au même moment qu'elle était posée dans le chat. Il y a énormément de choses qui bougent, mais la systématisation, aujourd'hui, on peut sortir de l'INSPE ou d'ailleurs devenir enseignant parce qu'on n'est pas passé par un INSPE sans avoir cette formation, on va dire, de base ou cette approche. Ça reste globalement optionnel, même si de plus en plus fréquent. En soi, moi, je vous dirais qu'on peut devenir enseignant si oui, mais concrètement, véritablement sur ce que nous pouvons proposer au sein des NINSPE et compte tenu également en fait de ce qui se passe actuellement dans les concours de plus en plus professionnalisants, je pense que les INSPE, enfin, je ne pense pas, je suis tout à fait convaincue que les INSPE sont les instituts idoines pour passer les concours de recrutement. On est à cœur même, et non seulement d'apporter du disciplinaire, mais du transdisciplinaire. On le voit bien au travers des thèmes phares. On parlait de thèmes sociétaux comme l'éducation au développement durable, mais il n'y a pas que ces thèmes-là, il y en a bien d'autres. Et on est véritablement là dans une idée de professionnalisation, mais d'éducation au monde aussi, la compréhension de ce que c'est qu'être un futur citoyen du monde pour un élève, et de le faire comprendre à des futurs enseignants. Ça, je pense que nulle part ailleurs, au-delà des INSPE, cela n'est véritablement, en tout cas, abordé comme on le fait nous actuellement. Je pense qu'on a une vraie plus-value à ce niveau-là. Je pense que Ilana pourra peut-être rebondir.
éventuellement sur ce qu'elle en pense. Au-delà des INSPE, on vous redonne la parole tout de suite, Ilana. Je voulais entendre un peu Monique Dupuis à la fois sur cet état des lieux, ce qui a été dit, et puis sur cette question de la systématisation. Est-ce qu'on peut atteindre les objectifs que vous évoquiez au début si tous les enseignants ne sont pas fortement formés à cette démarche qui est une démarche globale? Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs entrées qui sont complémentaires les unes des autres. C'est-à-dire, il y a l'importance d'avoir déjà une culture commune dans ce domaine-là, ce qui n'est pas évident parce que, enfin, qu'est-ce qu'on met derrière les mots? On peut employer les mêmes mots, mais pas la même chose, etc. Il y a un deuxième élément important, c'est permettre aux enseignants de conscientiser vraiment le fait qu'ils concourent eux aussi à l'éducation et au développement durable, même tout simplement à travers leurs enseignements. Et donc de rendre plus visible cette contribution. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis surprise quand on est en relation avec le supérieur, c'était le cas dans le groupe Jouzel ou autre, on dit bah, on n'a rien fait à l'école, on n'a rien fait au collège, on n'a rien fait au lycée. Et quand on commence à discuter, eh bien, mais je dis mais vous n'avez pas fait ça, parce que maintenant le DD, on y fait allusion dans tous les programmes. Ah bah oui, on a fait ça. Autrement dit, le problème, c'est on n'a pas enfin pour beaucoup, c'est pas explicite ou visible. Le fait qu'en travaillant telle ou telle chose, eh bien, ça équipe pour du coup s'emparer de questions beaucoup plus globales. Donc, il y a un grand enjeu d'explicitation, de conscientisation et de donner à voir ça aux élèves. Et quand vous faites ça, alors ça vous sert. Autrement dit, c'est la logique de compétence aussi et spiralaire. On va réinvestir ce qu'ils savent et ce qu'ils savent faire pour leur permettre, dans des situations nouvelles, plus globales, pour leur permettre de comprendre que cet outillage de base, il est essentiel pour comprendre les choses. Et puis, il y a le troisième niveau qui est celui de l'engagement effectivement dans des projets intercatégoriels, partenariaux, comme on l'a évoqué. Mais je crois qu'il y a des fois un problème de représentation. On a l'impression qu'on est noyé sous les choses, si on fait ça, on peut pas tout faire. Et puis l'impression aussi que si on se lance pas dans des démarches globales compliquées, on n'y contribue pas. Or, je crois que quand on aura rendu visible et conscience, quand chacun aura conscience que ce qu'il fait déjà dans son enseignement, ça peut être en proposant aussi un scénario pédagogique qui permettent soit de réinvestir des acquis dans une problématique environnementale, soit de partir d'une problématique environnementale pour initier des questions et problématiser pour construire les acquis. Mais ça, de le donner à voir, alors sans rentrer dans des trucs usine à gaz, on va tout mettre dans des grands tableaux et tout, mais à plusieurs moments, d'en être conscient et de le donner à voir aux élèves, je pense, ça paraît informel, mais c'est très important aussi. Merci Monique. Ilana, une réaction peut-être puisque Sandrine vous a passé vous a passé la parole, on va pas arrêter le mouvement. Une réaction à ce qui était dit. Alors moi, je peux parler de ma maquette de formation, hein. En M1, M2, on étudie effectivement le développement durable. Ça fait partie de notre circulaire de mission et notre référentiel. Donc l'éducation transversale est au cœur de nos missions. En tant que CPE, on a le choix dans les INSPE du séminaire de recherche pour rédiger notre mémoire. Il y a un séminaire sur le développement durable depuis 2011 au sein de l'INSPE d'Amiens. L'INSPE d'Amiens a aussi fait le choix cette année de proposer l'option éducation au développement durable, et cette option-là permet grandement de mettre en lien les différentes disciplines. Par exemple, cette année, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des futurs professeurs de sport, des professeurs d'histoire-géographie, et de commencer à mettre du lien en fait entre ce que eux font de leur côté dans leur discipline et ce que nous, CPE, en tant que coordonnateurs, porteurs, conseillers techniques du chef d'établissement, on peut mettre en place et on peut construire un projet avec les élèves. Donc tout ça contribue en fait à un travail en commun, et voilà, le master aussi qui a été créé l'année dernière au sein de l'INSPE d'Amiens contribue grandement à la formation de projet. Moi, ce qui me manque un petit peu plus, c'était l'aspect obligatoire en fait. Pour certaines matières, puisque on l'étudie dans un chapitre, mais ça fait pas l'objet d'une matière à part entière. Mais aussi l'aspect de mettre en projet au sein de l'INSPE avec les étudiants et mes collègues, un projet en particulier sur notre Master 2, par exemple. Même si notre INSPE d'Amiens, je le rappelle, contribue grandement à l'avancée dans le développement durable avec des partenaires associatifs. Merci Ilana. On va faire un pas de côté avec Adolfo pour savoir aussi, alors déjà Adolfo, ce que vous inspirent nos discussions peut-être un peu franco-françaises, mais de nos échanges préalables, j'ai l'impression qu'au Québec,
vous avez un peu les mêmes. Hein, par où former les enseignants, comment faire pour qu'ils soient tous formés. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire sur ce parallèle franco-québécois? Bon, il y a deux éléments. Et le premier, la réalité, je pense, au Québec et en France, est un peu la même par rapport à l'éducation relative à l'environnement, est une éducation transversale dans les écoles. Donc, on doit, dans les programmes de formation de l'école québécoise, on doit aborder les enjeux environnementaux à partir de toutes les disciplines d'une façon transversale. Cette logique que se pratique depuis des années, et on a vu que, par exemple, le Conseil supérieur de l'éducation au Québec manifeste clairement qu'on laisse un peu à l'initiative des enseignantes et enseignants et de pratiquer ou non l'éducation relative à l'environnement dans les classes dans un contexte d'un curriculum surchargé. Donc, la réalité, c'est que on peut pas le savoir. Il y a des initiatives, mais je pense qu'on est loin de dire que c'est généralisé, etc. Et même chose pour les universités. Donc, la formation des enseignantes et enseignants initiales et continues dans les universités et les cours, comme Ilana vient de dire, les cours qui existent parfois et en éducation relative à l'environnement sont toujours à option, des cours à option. Et, donc, l'ensemble des enseignantes et enseignants au Québec ne sont pas formés. Et ça crée un sentiment d'insécurité quand ils sont dans les salles de classe et dans un contexte scolaire où on demande aux enseignantes et enseignants de faire beaucoup de tâches, donc une multitâche qui est croissante en plus. Donc, dans ce contexte, en plus d'aborder un sujet dans lequel ils ne se sentent pas très formés, et ça devient très compliqué. Il faut dire que quand on parle de cette vision de l'éducation relative à l'environnement et axée sur la formation d'une éco-citoyenneté, on parle des choses très, très complexes comme la transdisciplinarité, développer la pensée critique et créative, etc. Et ce ne sont pas des choses simples. Il faut se former pour être à l'aise dans les classes avec les élèves pour pratiquer ça. Et ici au Québec, comment on peut changer cette situation? Ici, la formation dans les universités et dans les écoles est régie par les référentiels de compétences professionnelles des enseignantes et enseignants. Donc, il y a 13 compétences dans ce référentiel et les compétences déterminent ce que va être enseigné dans la formation initiale et continue des enseignantes et enseignants et aussi ce qui va être enseigné ensuite dans les écoles. Et la compétence en environnement n'existe pas. On a fait une demande au ministère les dernières années à travers les stratégies que j'ai parlé au début de l'entrevue et la compétence le référentiel qui a été révisé cette année n'a pas intégré cette compétence à l'environnement. Donc, si on ne change pas, si on n'intègre pas une compétence à l'environnement dans les référentiels, la formation initiale et continue dans les universités ne sera pas généralisée et la pratique dans les écoles non plus. Donc, ça passe absolument pour une compétence qui va créer des cours autant dans les universités, les enseignants seront formés pour en pratiquer. Et pour finir, cette fil de discussion avait commencé sur les comment et je pense qu'il y avait un autre niveau. C'est comment on fait réellement ça en classe avec les élèves. Et moi, je dirais juste un mot. Il y a différentes façons, il y a une variété d'approches et c'est très riche, la variété d'approches qu'on dispose aujourd'hui. Et chaque personne doit faire sa configuration, doit faire sa recette. Moi, je pratique beaucoup la philosophie pour enfants, mais je laisse ça dans la table. Peut-être qu'on pourrait revenir sur les comment à ce niveau plus tard. Merci. Absolument, absolument. On revient sur la posture de l'enseignant. Monique Dupuis.
Vous voulez réagir? Oui, juste une phrase en complément, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Adolfo, et effectivement, c'est très important, cette histoire, du comment et d'outiller en fait. Il y a un enjeu de formation très fort, pour que à outiller les enseignants, à la fois en culture, commune, mais aussi en stratégie pédagogique, diversifiée pour qu'ils puissent justement en fonction du contexte dans lequel ils vont être, suivant les heures, suivant les classes, suivant là où on est à l'aise ou pas, il faut être suffisamment outillé pour pouvoir choisir la meilleure stratégie suivant ce que l'on veut faire. Donc cette idée de diversification me paraît, au cœur des choses aussi, d'être outillé. Je ne sais pas, Monique ou Sandrine, mais sur cette notion de référentiel de compétences intégrant la compétence à l'environnement qui était le sujet qu'évoquait Adolfo, on peut faire un parallèle avec la France, avec les nouvelles maquettes, avec voilà, qu'est-ce qu'on a nous sur la table? Qui peut répondre? Monique? Alors juste dire que et après je vais laisser répondre Sandrine qui est bien plus, enfin voilà, qui est spécialiste des maquettes. Juste pour dire que, cette histoire de référentiel des compétences professionnelles que l'on a aussi pour les enseignants des écoles, pour tous les acteurs éducatifs, c'est un cadre qui peut être très intéressant s'il est bien utilisé. Il est souvent utilisé que quand on se pose la question de l'évaluation, des rendez-vous de carrière et cetera. Or en formation, moi j'utilise souvent comme levier, c'est-à-dire, à travers ces compétences professionnelles identifiées, alors on va pas les lister, hein, il suffit d'aller voir le référentiel, mais de demander aux jeunes en formation ou en formation continue: «Qu'est-ce que vous mettriez derrière ça? Quel rapport avec le DD?» Autrement dit, de prendre conscience que, c'est quoi, remplir ou maîtriser ces différentes compétences professionnelles en les mettant donc plutôt que de créer une compétence professionnelle à les DD, pourquoi pas, hein, ça pourrait être une solution, mais si elle est à part, on est encore dans des trucs à part. C'est déjà ça va concerner cette histoire d'éducation et développement durable, ça va convoquer l'ensemble des compétences professionnelles des enseignants, dans leur dimension collaborative, pédagogique, didactique, et je pense que déjà, permettre, d'avoir un éclairage EDD ou se questionner sur l'éclairage EDD de ces différentes compétences serait déjà important. Merci Monique. Sandrine, de votre côté, en réaction? Moi, je m'aligne complètement sur ce que vient de dire Monique. Je pense qu'on est véritablement, on a besoin d'avoir une réflexion sur les stratégies pédagogiques. La pédagogie de projet est une réponse et pédagogie active en soi, c'est véritablement ce qui peut donner du sens. Moi, je reviens toujours sur le faire sens. Si on arrive à donner du sens aux enseignements qu'on donne en formation initiale auprès de nos futurs enseignants, forcément, ils seront en capacité de le faire. De l'autre côté, pour les élèves. Ça me paraît tout à fait incontournable. Maintenant, sur les référentiels, c'est vrai que tout à l'heure, je l'ai noté, donc Ilana disait qu'elle déplore un petit peu que ce ne soit pas un aspect obligatoire. Et il faudrait que ça soit dans les référentiels de formation MEF. En soi, on a une disparité. Je vous ai parlé d'une dynamique forte dans les INSPE, c'est vrai, mais on n'en est pas tous forcément au même point. Les collègues font monter aussi au niveau de l'enquête qu'il y a aussi une problématique de temps de formation. Là, la réforme de la formation des enseignants, elle est sur environ 800 heures sur 2 années. En 800 heures, avec des priorités données par le ministère qui sont celles de la laïcité, des valeurs de la République, de l'école inclusive, de l'égalité filles-garçons, dans laquelle, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, on peut mettre largement le DD. Mais pour autant, même si on ne fait pas un encart EDD spécifique, on voit que ces priorités ne sont pas celles, par exemple, qui sont préconisées dans le rapport Jouzel. Donc, quelque part, c'est toujours un peu délicat. Vous voyez bien que s'il n'y a pas en soi cette volonté forte, la réponse va être à la hauteur de ce que nous pouvons donner, alors que nous sommes parfaitement, mais vraiment conscients et très volontaires au niveau des INSPE, au niveau de cet enjeu, mais de ce que nous allons pouvoir donner au niveau de la formation. Voilà, je pense que ça, c'est important. Le rapport Jouzel a des propositions extrêmement intéressantes, forcément. Mais ça ne change pas tout non plus, quoi. Et oui, c'est pas peut-être encore suffisant, oui, tout à fait. On a évoqué beaucoup de choses, on évoque beaucoup la posture de l'enseignant, le comment, et ça a été dit un peu plus tôt dans la conversation, le terme d'éco-anxiété, Adolfo, a été évoqué. Donc, avant peut-être de rentrer dans le détail de ce qu'on peut faire, comment déjà éviter d'angoisser davantage nos jeunes, et pourquoi pas d'ailleurs les formateurs, c'est-à-dire il y a les enfants à l'école et puis il y a les enseignants qui se forment. Comment on fait pour pas tous abandonner en se disant c'est foutu? Le micro, Adolfo.
Et bon, par rapport à l'éco-anxiété, j'ai pas une réponse définitive, loin de ça. Et j'ai pu donner quelques pistes. Et première chose, l'éducation relative à l'environnement doit, doit être une éducation non culpabilisante. Donc, on ne peut pas mettre sur les épaules des enfants et des jeunes les poids d'une crise écosociale duquel sont moins responsables ou pas responsables. Ça, c'est un premier élément très important. La responsabilité est de l'ensemble de la société et eux sont des acteurs fondamentaux et essentiels, mais la responsabilité, c'est de l'ensemble de la société. Donc, première chose importante, je pense. Deuxième chose, justement, l'approche de l'éco-citoyenneté met l'accent sur l'action citoyenne, le développement d'une formation des citoyennes qui agit. Donc, ça, c'est la clé, une des clés pour l'éco-anxiété et viser l'action. Le développement, je parlais tantôt, développer un sentiment de pouvoir agir, c'est ça qui contre l'éco-anxiété pour les jeunes, pour les enfants et pour les adultes, que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus répandu dans les classes et dans la société en général. Et donc, 12 éléments à garder en tête pour créer un bon scénario pour l'éducation relative à l'environnement et éviter l'éco-anxiété. Et dans le concret, et comment ça doit se traduire dans le fonctionnement des écoles. Je vais parler des écoles spécifiquement. Et encore une fois, les écoles ne sont pas nécessairement prêtes à créer un scénario adéquat pour faciliter l'action citoyenne et éviter l'éco-anxiété. Donc, quelques éléments. Premier élément, les horaires scolaires doivent intégrer absolument et nécessairement des espaces de réflexion pour les enfants et les jeunes parce que les sujets environnementaux font partie de sa vie et font partie de sa réflexion. Donc, il faut parler à l'école, que ce soit dans la classe ou hors classe. Et sensibiliser tous les adultes des écoles, la communauté scolaire dans son ensemble. Si sont les enfants et les jeunes qui sont sensibilisés et pas les adultes qui gèrent l'école, il y a un problème. Donc, par exemple, quand les enfants vont demander d'assister à une manifestation pour le climat, il y a des barrières qu'on observe dans les écoles, par exemple, d'empêcher les enfants de sortir dans les heures de classe parce qu'on trouve que c'est plus important d'assister à une classe de maths ou de français, etc., que d'assister à une manifestation pour le climat. Donc, sensibiliser les adultes pour permettre différents types d'actions, réflexion et action, que soit, j'ai donné l'exemple d'une manifestation, mais ça peut être d'autres d'actions, évidemment, et qui sont dans la communauté, sortir pour créer un environnement durable dans la communauté proche et libérer les profs, les enseignants pour qu'ils puissent se former et dans la formation continue offerte dans les universités ou ailleurs dans les sites de formation. Et je dirais comme dernier point, créer des ponts entre les écoles et les médias. Donc, que les médias visibilisent les actions des jeunes parce que les actions des jeunes aujourd'hui, c'est une source d'apprentissage et d'inspiration pour l'éducation relative à l'environnement, autant dans les écoles qu'ailleurs. Merci Adolfo. Alors je retiens que on doit lancer des manifestations. Nous, on aime bien les manifestations en plus en France et particulièrement dans l'éducation nationale. Donc ça fait partie. Ça fait partie. Non, mais pas seulement. Le point était clair, c'était aussi de libérer un peu les possibles, bien sûr, je plaisante. Monique, vous vouliez réagir? Oui, alors pas sur les manifestations à l'école, mais sur l'éco-anxiété en général. Je pense qu'il y a un jeu très fort à l'école parce que l'éco-anxiété, chez beaucoup de jeunes, c'est la planète va disparaître, les animaux vont mourir. Enfin, elle n'a pas d'objet, elle n'est pas cernée, elle n'est pas ciblée, elle est diffuse et du coup, elle est extrêmement difficile. Elle est entretenue beaucoup hors de l'école. Mais ce que peut apporter l'école, c'est d'abord des savoirs et des raisonnements pour savoir sur quoi on peut réellement s'inquiéter. Enfin,
identifier des objets et à partir de là, donner l'occasion aux jeunes d'expérimenter, d'agir, de montrer qu'à toutes les échelles, hein, de la maternelle au sup, que si j'ai un objectif, alors bien adapté à l'âge et à ce que je veux faire, je peux réfléchir à ce que je peux faire. Mais pour ça, il faut cerner l'objectif. Et je crois que l'école a un rôle immense à jouer dans ces histoires d'éco-anxiété, ne serait-ce qu'en précisant un petit peu envers quoi on est anxieux. Parce qu'il suffit d'interroger les jeunes ou les enfants, on va tous mourir, tous les animaux vont disparaître. Enfin bon, on ne peut pas lutter contre l'éco-anxiété dans ce sens-là. Enfin, c'est pas possible. Et l'école va apporter justement une structuration, va permettre d'identifier des points, des focales et voilà. C'est juste ce que je voulais ajouter. Oui, oui, merci. Alors, Adolfo, je reviens vers vous tout de suite. Ilana, juste pour savoir un peu comment vous le vivez avec vos élèves ou dans votre INSPE, puis on revient à Adolfo tout de suite après. Bah, c'est vrai que je pense que la posture de l'enseignant et de l'éducateur est primordiale, notamment la bienveillance apportée, le non-jugement, en même temps l'exigence, la bienveillance et l'exigence, mais aussi la posture de non-moralisatrice de l'enseignant, c'est très porteur et très fondamentale dans le développement durable. Je pense aussi que, comme le disait monsieur Adolfo, que voilà, créer des lieux dédiés pour la réflexion, ça a été pensé avec le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement lié à la loi climat de l'année dernière, qui vient de la Convention citoyenne, justement. Donc, montrer aux jeunes qu'en fait, on tient compte de ce que les citoyens pensent et qu'ils ont un rôle majeur à jouer, en fait. Et passer aussi l'éco-anxiété, je pense qu'il y a aussi voilà, le sentiment de pouvoir agir et la pensée positive aussi, de se dire, en fait, on recrée du lien, on recrée de l'empathie avec le vivant. Et comme nous sommes des vivants, on va recréer du lien entre nous, entre humains. Et ça, je pense que le CPE, au quotidien, il est là en train de dire, faire partager les valeurs de la République. Mais en fait, ça passe aussi par les gestes du quotidien, le bonjour du matin. Voilà, c'est comme ça qu'on recrée du lien et de le remettre au quotidien. En fait, je pense que ça contribue fortement à réduire cette éco-anxiété. On en fait tout un mot qui fait peur, mais voilà, remettre un peu de sens derrière, ça fait pas de mal et ça peut que apporter, que ce soit aux étudiants ou aux élèves. Merci, Ilana. Adolfo, vous vouliez réagir? Oui, juste j'entends les collègues parler et ça me fait penser à l'éco-anxiété. On est directement dans un sujet qui est pas et surtout et pas seulement un sujet qu'on peut aborder à partir de la cognition, c'est pas cognitif seulement. Et donc, Monique m'a fait penser qu'est-ce qui nous rend anxieux, etc. Et ça m'a venu rapidement, il faut intégrer, c'est un élément clé pour l'éco-anxiété et pour l'éducation relative à l'environnement en général. C'est cognitif, mais c'est une éducation émotionnelle, c'est une éducation des émotions affectives. Il faut travailler au niveau des émotions. Et après, quand j'ai entendu Ilana, elle intègre ça dans son discours. On l'entend parler de bienveillance, on l'entend parler de solidarité, on a parlé de coopération, d'empathie. De travailler les émotions, c'est fondamental quand on parle d'éco-anxiété et d'éducation relative à l'environnement. C'est juste ça que je voulais ajouter. Merci. J'ai l'impression qu'on a perdu notre animateur. On va continuer entre nous. Bon, on va continuer. Sandrine, est-ce que tu veux réagir? Oui, moi je vais peut-être compléter. Je pense qu'effectivement, là, tu parlais tout à l'heure de la communauté scolaire, mais la communauté élargie, hein, et peut-être le rôle des parents. Le rôle des parents véritablement est à questionner. Hein, quand on parle d'insécurité, on parle tu parlais d'émotion, Adolfo, donc de la nécessité de rassurer. Et cette nécessité, elle doit venir d'une communauté élargie, une pleine inclusion à ce niveau-là. Et donc une coéducation appropriée, me semble-t-il, pour un accompagnement finalement à diminuer cette éco-anxiété. Ça me semble... Voilà. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qui rentre dans le champ de la formation, forcément. C'est cette sensibilisation à finalement tous les partenaires avec un grand P, quoi, hein, y compris les partenaires famille. Voilà. Théo, je pense qu'on t'a perdu dimensions, quelques minutes. comme le soulignait Adolfo. Pardon.
Oui, Comme le soulignait Adolfo, la dimension sensibilité, elle est essentielle. Alors, c'est permis de continuer, Théo. Théo, on parlait juste de sensibilité, d'éducation Ben, vous êtes émotionnelle. parfait. Moi, j'étais là. J'ai parlé de Parfait. manifestation, je comprends. J'ai été exclu de la scène. Non, vous avez été parfait. J'ai tout entendu. Merci beaucoup. Vous êtes excellent en live. Je voulais qu'on évoque alors avec vous et avec les autres les dispositifs justement parce qu'on a qui existe. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'entends Bon, absolument pas ce que dit non, bon, Théo, hein, je pense qu'il voulait parler maintenant des dispositifs, donc on va des continuer dans ce sens. éco-délégués. C'est ça. Je ne sais pas c'est qui veut Moi, je commencer, peux je dire prends un le petit... rôle d'animateur. Moi, je veux Monique. bien dire un mot au niveau institutionnel des éco-délégués. Donc, c'est vrai que ce qui est relativement nouveau en termes de formalisation, c'est la question de l'engagement des élèves. Alors, de l'engagement dans des actions, dans des projets, ça rejoint la question de la motivation, ça rejoint la question des entrées pédagogiques, mais il y a aussi la question de l'engagement en termes d'élections. Et récemment, on a créé effectivement les éco-délégués, élection d'éco-délégués, un par classe en collège, en lycée, possible, mais pas obligatoire, mais qui généralise en CM1, CM2. Alors, ces éco-délégués, ce qu'il ne faut pas oublier, moi j'ai quelques points de vigilance. Je trouve ça essentiel qu'il y ait des éco-délégués. Ils y viennent en général parce qu'ils sont motivés par des questions environnementales. Après, l'engagement, ça s'apprend et ça s'accompagne. C'est-à-dire que le risque, c'est d'avoir des éco-délégués qui constituent finalement uniquement des relais pour des dispositifs partenariaux sans s'en emparer, ou c'est aussi qu'ils se découragent parce qu'eux ont des convictions, ils veulent entraîner les autres et ça ne marche pas bien. Donc, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, ils sont associés aux structures de gouvernance et de pilotage, puisqu'ils sont, tout à l'heure, Ilana évoquait les comités d'éducation, santé, citoyenneté, maintenant environnement, suite effectivement à la Convention citoyenne. On n'a pas voulu créer un comité en plus, mais l'idée, c'était de faire évoluer celui qui existait déjà pour plus de cohérence. Ils y sont représentés. Ils sont représentés dans les comités académiques EDD. Il y a des chefs de mission académique EDD qui pilotent ça au niveau pour le recteur dans chaque académie. Ce sont à chaque fois un corps d'inspection, mais ils animent des comités de pilotage dans lesquels les élèves sont représentés. Ils sont représentés au niveau national. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas à aller voir, il y a un concours des éco-délégués qui a été instauré l'année dernière. Il y a un prix école, un prix collège, un prix lycée. N'hésitez pas, alors c'est renouvelé cette année, mais ce n'est pas encore fait le jury, mais n'hésitez pas à aller voir l'exemple de la petite vidéo d'1 minute et demie de l'école primaire de La Réunion, justement, lauréate de ce concours. C'est un petit bijou parce qu'on y voit à la fois comment il y a une dynamique globale et réjouissante, on y voit comment ils s'emparent de thématiques variées qui vont du social à leur jardin, ils tiennent compte des enfants aveugles pour faire l'étiquetage. Il y a une intervention, il y a l'apport, on voit l'enseignante avec ses apports en classe, on voit le partenaire avec ses apports spécifiques. C'est un petit bijou, hein, c'est un modèle du genre comme exemple pour la formation. Moi, je m'en sers beaucoup, je trouve ça vraiment excellent. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ces éco-délégués, oui, c'est essentiel, mais ne pas oublier que ce sont des élèves en formation et que l'engagement, ça s'accompagne et ça s'apprend. Si vous avez le lien, n'hésitez pas à nous le partager dans le chat ou en tout cas on le remettra aux participants en tout cas du webinaire pour qu'on puisse retrouver cette ressource. Sur ces éco-délégués et le label aussi dont dispose le collège où vous intervenez, Ilana, peut-être un témoignage ou un éclairage. Oui, alors effectivement, le label, il se fait en 3 niveaux, donc le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Mais en fait, comme le disait Madame Dupuis tout à l'heure, il faut 4 critères pour pouvoir bénéficier de ce label. Donc la participation de chaque enseignement avec la vie scolaire, avec les partenaires. Donc tous ces éléments réunis permettent de bénéficier du label et d'augmenter le niveau de démarche globale dans le développement durable. Mais cela ne se fait pas sans la direction, ne peut pas se faire sans l'appui du référent développement durable aussi, qui porte aussi les projets au sein de l'établissement. En général, c'est le professeur de SVT qui porte les projets de développement durable, mais pas que. Il y a aussi des professeurs documentalistes qui peuvent tout à fait s'inscrire dans ce dispositif, étant donné qu'ils ont une mission dans l'éducation, aux médias, à l'information.
faire le lien avec l'esprit critique, justement. Donc, la labellisation, oui, ça permet vraiment de créer en fait un espace durable dans l'établissement et aussi des ateliers. Hein, dans l'établissement, nous avons aussi des ateliers sur le jardinage. Donc, tous ces éléments-là, avec la vie associative, permettent de bénéficier du label. On a perdu Théo encore. On l'a reperdu. On l'a perdu. Allez-y. En fait, je sais pourquoi. Et en fait, je voudrais dire, en lien avec ce que vous parlez, je pense que ça me vient un peu à la tête de parler d'une expérience concrète, une expérience qui est faite au niveau de plusieurs pays d'Europe. Je ne sais pas si vous le connaissez ou non dans les écoles secondaires et primaires. Et ce sont des écoles qui choisissent de participer à un projet qui s'appelle Confint et qui crée des projets dans les écoles et à partir des éco-délégués, justement, qui vont créer eux-mêmes un projet. Donc, l'école, ce que proportionne, l'école fournit, et justement les conditions que j'ai parlé tantôt, comme libérer les élèves, les étudiants, de quelques heures de classe par semaine pour pouvoir construire leur propre projet. Et avec la collaboration d'autres étudiants et étudiantes qui ne sont pas éco-délégués nécessairement, mais qui veulent participer dans les projets. Donc, rassembler un groupe d'étudiants autour d'un projet qui sont eux-mêmes qui créent parce qu'ils ont l'espace et le temps pour le faire à l'intérieur de l'école. Et pour récupérer l'autre élément que fournit l'école et que Monique a mentionné, il proportionne l'accompagnement de quelques enseignantes et enseignants. Comment ils les libèrent aussi des heures de classe pour qu'eux accompagnent, mais ce ne sont pas eux qui vont créer les projets ni rien, vont l'accompagner. Ce projet qui est créé dans différentes écoles, il y a un autre moment de rassemblement, par exemple dans le cas de l'Espagne, et je ne parle pas maintenant de Québec parce qu'ici, je ne connais pas cette expérience, même s'il y a des expériences qui rassemblent, mais dans le cas de l'Espagne, par exemple, différentes écoles de différentes communautés autonomes vont se réunir à un moment donné pour partager les projets. Et ensuite, il y a une rencontre aussi européenne où différentes délégués justement de cette rencontre nationale vont rencontrer d'autres délégués d'autres pays pour partager les projets et retourner chacun à leurs écoles pour partager l'ensemble de ce qui a été partagé. Les rencontres au niveau national et européen, par exemple, ça dure normalement 2-3 jours. Donc, ce sont des moments riches et où il y a aussi un élément clé qui est créé et qui, quand on fait des entrevues aux gens qui ont participé à ce projet, émerge très rapidement. C'est le sentiment d'appartenance en communauté. Ça, c'est fondamental. Monique, je vous vois acquiescer. Alors, vous pouvez réagir ou éventuellement nous mettre en lumière d'autres dispositifs, peut-être. On arrive un peu au terme de ce webinaire à connaître. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Adolfo. Il y a un enjeu très fort à mettre les éco-délégués en relation entre eux. On cherche souvent à faire du lien entre les degrés, entre le premier et le second degré, entre le second degré et le supérieur, etc. Je trouve que c'est un levier très intéressant, cette histoire d'éco-délégués. Moi, j'ai vu incité et vu fonctionner des rencontres d'éco-délégués de niveaux très différents entre, par exemple, on va prendre l'exemple, on va même être plus précis, du cycle 3, qu'on a mal fois à faire vivre ce cycle 3, puisqu'il est à cheval sur le premier degré et le second degré, CM1, CM2, 6e. Eh bien, au-delà de ce qu'on pourrait écrire en progression des programmes, qui est quand même pas facile à mettre en œuvre, l'idée, on fait rencontrer des éco-délégués, ils vont interagir à la fois les éco-délégués de 6e, les éco-délégués de CM1, CM2, et on va construire une progressivité comme ça qui est très importante. De même que des rencontres entre éco-délégués de niveaux très différents, c'est extrêmement intéressant et productif aussi. On va faire émerger entre eux, de leurs échanges, ils vont se confronter, ils vont faire émerger une dynamique commune. Et cette idée qu'évoquait Adolfo, et puis il y en a aussi
de montrer qu'on fait partie d'un collectif. Et je crois que, par exemple, faire comprendre aussi qu'il existe des ODD, c'est important parce que ça permet de dire, moi, je suis peut-être dans ma petite action, à mon petit niveau, mais ça relève comment dire, d'une dynamique internationale, globale. Et c'est important d'avoir conscience de ça, même quand on est petit. On n'est pas, ça bouge de partout. Et ça relève d'un mouvement dynamique, global. C'est ensemble qu'on y arrivera. Et je crois que les rencontres d'éco-délégués sont vraiment très intéressantes pour ça. Merci pour ce point, Monique. Sandrine, on arrive un peu au terme de ce webinaire. On va poser la même question aussi à nos autres invités. On repart avec quoi pour le quinquennat? Alors là, on est sur le temps politique français. Là, on a un quinquennat qui s'ouvre. Comment on généralise? Comment on passe à l'échelle sur la base aussi des enseignements de la grande enquête que vous avez menée? C'est le moment d'ouvrir la boîte à souhaits. Oui, alors pour le souhait, c'est véritablement de continuer cette prise en compte, cette dynamique, ce travail collaboratif. Je pense qu'il est jamais trop tôt pour agir. Il est jamais trop tard non plus. Ça, c'est important de le dire. On parlait d'éco-anxiété tout à l'heure. Il faut lever les doutes, il faut y aller, il faut impulser. Ça, c'est important. Il faut que les ministères s'en emparent, les ministères. Donc, véritablement, les politiques publiques en général. Si je peux rajouter, on a le NSFEA aussi. Je vous disais en tout début que les NSFEA faisaient partie du réseau des INSPE. C'est important de le mentionner. Ils ont un plan d'action qui s'appelle Enseigner à produire autrement. Voilà, c'est la mobilisation de l'enseignement agricole sur les nouveaux systèmes de production plus durables. Vous voyez que si les politiques publiques s'en emparent, c'est ça. Et dans l'enseignement, on parlait aussi de mettre dans les référentiels. Peut-être de mettre au niveau des concours aussi d'enseignants, cette dimension d'éducation au développement durable, forcément, ça va impulser. C'est un souhait. Et puis, de façon générale, si vous me proposez peut-être juste une petite minute pour finir sur une citation de Mérieux que je vais me permettre de détourner. Je pense que c'est super important d'être positif. Moi, j'espère véritablement donc qu'il n'est pas, pour moi, il n'est pas trop tard pour enseigner le monde qu'on va laisser à nos enfants. En revanche, il faut absolument qu'on puisse former les enfants qu'on va laisser au monde actuellement, quoi. Et donc, la formation initiale, moi, j'insiste sur le rôle primordial de la formation initiale en ce sens. Le message est bien passé. Merci, merci Sandrine. Ilana, votre souhait à vous, pour vous personnellement, sur ces sujets-là, ou plus largement pour vos camarades de promo, pour vos futurs élèves dans votre collège? Je pense que comme je le disais, il faut qu'on s'appuie sur l'existant et de l'existant partir de remobiliser mes camarades. Ils sont sur d'autres projets, notamment l'inclusion et l'éducation filles-garçons, le harcèlement, mais tous on se rejoint dans le même sens et tous on se rejoint dans l'optique de former le futur citoyen de demain. Et je pense que c'est en incarnant en fait ce changement, c'est en incarnant au quotidien les actions qu'on veut faire mener, les valeurs qu'on souhaite porter, les valeurs de la République, mais aussi nos valeurs à nous, qu'on pourra avancer et que en s'attachant aussi à l'évolution des politiques actuelles, mais aussi des politiques locales, je pense que voilà, on est dans la bonne marche. Je reste positive aussi et je suis convaincue qu'on plante des graines et que c'est en train de germer. De toute façon, on va repartir avec du positif. Monique Dupuis, de votre côté, en plus, vous avez ce rapport en cours sur le sujet, donc vous êtes en plein dedans. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme perspective? Je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Moi, je crois qu'il y a un enjeu très fort à développer du collectif. Il y a un enjeu très fort, on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Adolfo qui parlait d'espace pour échanger, pour discuter, d'espace. On est encore beaucoup dans des enseignements cloisonnés très disciplinaires, des espaces un peu institutionnels et des temps un peu institutionnels où on peut s'emparer de questions de société, me paraît quelque chose d'important. Encore une fois, je tiens vraiment à souligner aussi tout l'engagement des équipes de terrain. On entend souvent dire: «Il se passe rien à l'école», mais c'est faux, quoi. Il se passe plein de choses. Les équipes de terrain, elles font énormément de choses. Il y a qu'à voir ce qui se passe pour l'éducation alimentaire, il y a qu'à voir ce qui se passe pour la citoyenneté, et cetera. Donc moi, je suis assez optimiste, mais je pense qu'il y a un enjeu très fort à donner sa place, sa valeur, son temps à du collaboratif et du collectif, mais de façon
inscrites. Après, on pourrait imaginer plein d'autres choses. Bon, ce sera l'objet du webinaire prochain, dites-nous. Reconnaître et juste revenir sur ce que je disais au début, l'importance que l'école reconnaisse et valorise toutes les compétences développées par les jeunes, y compris et notamment les compétences transversales, qu'ils s'apprennent à bien se connaître. Ça me paraît un enjeu très fort encore, qui est en marche, qui n'est pas encore abouti. Il y a un enjeu fort autour de ça. Et encore une fois, de façon assez globale, mais ces compétences à argumenter, à s'engager, je sais pas, à prendre des initiatives, être capable d'argumenter, de débattre. C'est important pour un citoyen, surtout par rapport à des questions socialement vives. Ah oui, absolument. On est sur des questions de société fortes. Merci beaucoup, Monique Dupuis. Adolfo, le soleil s'est levé, le jour s'est levé au fil de notre webinaire sur Québec, sur le Québec. Merci encore d'avoir été avec nous, Adolfo. On vous laisse du coup le mot de la fin. Et beaucoup de soleil et tout le monde des souhaits. J'ajouterais juste deux choses. Prends sérieusement les enjeux environnementaux dans l'ensemble de la société et dans le système éducatif. On doit repenser le système éducatif pour repenser l'éducation et intégrer clairement et fondamentalement l'éducation relative à l'environnement. Ça fait partie de l'éducation fondamentale du XXe siècle. Et donc, prendre au sérieux les enjeux et l'éducation relative à l'environnement. Et deuxième chose, prendre au sérieux aussi les jeunes. Donc, écoutons les jeunes, sont en train de nous donner des réponses, de nous donner des leçons. Et ce n'est pas juste eux qui apprennent, sont eux qui enseignent, sont eux qui montrent le chemin aussi. Donc, écoutons-les et donnez-lui la place dans les écoles et dans la société parce qu'ils sont des citoyens d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que... Un dernier mot en direction de ceux pour qui l'école travaille. Merci beaucoup à tous. J'ai été l'animateur parfois qui a pris le risque de disparaître avec sa vidéo. J'étais là, je vous entendais bien. Et vous avez été parfait, formidable dans l'improvisation et la préparation en amont de ce webinaire. Merci à tous, merci aux participants. La synthèse et la vidéo à retrouver en replay sur Campus Matin et sur la chaîne YouTube, bien sûr, pour que ce webinaire vive et puisse circuler. Merci beaucoup et très bon appétit, très bonne journée à tous. Merci Théo, et puis ravi d'avoir du coup découvert les autres participants. Et bon courage à tous ceux qui sont derrière l'écran aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.